chez un adolescent qui vit son premier jour à l'académie et où l'on voit qu'il est plutôt gentil. Cependant, certains de ses camarades ne le sont pas autant, car il s'avère que Rai est le fils d'une famille ordinaire de fermiers. Quelque chose d'inacceptable dans ce genre d'académie remplie d'enfants de politiciens ou de grands sorciers, car dans ce monde, la magie existe bel et bien. Ainsi, cette académie a toujours exigé un haut niveau de ses étudiants, raison pour laquelle il méprise le fils du fermier. Sauf cette fille appelée Amelia Rose, qui, bien qu'elle soit l'héritière de l'une des 3 familles les plus puissantes de l'endroit, le traite comme un camarade parmi tant d'autres. Finalement, elle a une bonne impression de lui. D'ailleurs, le protagoniste se soucie peu de la vie des inconnus. Lors de la cérémonie des nouveaux élèves, la directrice Abby, la personne la plus puissante de la région, prend la parole tandis que le protagoniste s'adapte simplement à sa nouvelle école. En fait, lors de sa présentation, il précise clairement qu'il vient d'une famille ordinaire, ce qui fait que la plupart de ses camarades lui en veulent sans raison valable. En effet, pour entrer dans cet endroit, il faut passer une épreuve qui prouve qu'on mérite sa place. Mais bon, Ray reste simplement concentré, même si ce n'est pas vraiment en classe, mais plutôt sur des souvenirs qui semblent le tourmenter. En tout cas, après un peu de théorie sur les sorts et tout ça, on voit comment. L'objectif pour ces étudiants est de devenir l'un des 7 plus grands et puissants sorciers du monde, parmi lesquels d'ailleurs se trouve la directrice. Mais pour le moment, ils sont emmenés dans une zone d'entraînement où on leur explique les bases pour créer des sorts et de la magie à partir des états de la matière. Ce qui, au début, est facile pour certains, mais complique la tâche au protagoniste, ce qui continue d'alimenter le rejet de ses camarades. Mais Ray s'intéresse ici à une fille qui était à l'écart pendant le cours. Et il finit par la suivre jusqu'à la bibliothèque, où il découvre qu'elle a des goûts en livres et en auteurs similaires à ceux du protagoniste. En plus de partager d'autres choses, comme le fait que tous les deux sont harcelés pour des raisons absurdes, puisque la fille cache ses oreilles de semi-elfe, ce à quoi le protagoniste lui dit simplement qu'il les trouve magnifiques. Ne t'inquiète pas, ça marche vraiment pour lui. Le protagoniste finit par gagner facilement l'affection des gens, car non seulement il se lie d'amitié avec cette fille, mais plus tard, il rencontre son premier ami et colocataire, avec qui il partage un retard similaire. Donc Perfecto fait aussi la connaissance de Rebecca, qui est une autre héritière des 3 familles, donc on dirait que le protagoniste veut assurer son avenir. Et puis à la fille aux couettes, qui malgré son côté un peu bruyant, est aussi très gentille. Le protagoniste rencontre la directrice, qui le connaît déjà bien, et a un lien avec Howard, montrant qu'il n'est pas aussi ordinaire qu'on le croit. Et on le voit tout de suite, lorsqu'à l'entraînement, il ridiculise l'un des camarades qui le déteste le plus, nous montrant que le protagoniste est connu comme le sorcier de glace, effectivement l'un des 7 plus puissants, même si personne ne le sait. En tout cas, il se sort de la situation et commence la tâche de chercher les clubs auxquels il va s'inscrire. Le premier étant celui des musclés, dans lequel, grâce à son physique et à son expérience de chasseur, puisqu'il a vécu toute sa vie à la campagne et dans les forêts environnantes. Il n'a pas trop de problèmes et finit par y entrer. Mais ça se complique. C'est lorsqu'il essaie d'entrer dans le club de fleurs de Rebecca, qui lui rappelle les seuls bons moments qu'il a vécus pendant la guerre. Et même si avec Rebecca, il n'a pas trop de problèmes, puisque la jeune fille est très gentille, les autres camarades ne font pas trop confiance à ses capacités, surtout parce qu'elles sont toutes des femmes. Il est donc soumis à une épreuve dans laquelle il doit construire un jardin en 1 semaine. Il se met donc rapidement au travail, car les fleurs ont été une partie importante de son passé. Ainsi, avec beaucoup d'efforts, et alors que toutes les filles observent ce qu'il fait, il finit par accomplir la tâche. Ce qui lui donne de plus en plus de réputation à l'école, et les gens commencent à l'apprécier. Et cela se voit lorsque, après un cours ennuyeux, ils doivent former des groupes pour une mission en pleine forêt, pour laquelle, heureusement, il a déjà quelques amis qui l'apprécient. Et c'est ainsi que, le lendemain, commence une aventure qui enthousiasme beaucoup Rose. Et la formation finit par être dirigée par le protagoniste, qui, dans de nombreuses situations, démontre ses compétences au combat contre différentes bêtes et situations compliquées. C'est alors qu'il tombe justement sur les hiboux harceleurs du protagoniste qu'il finit par défendre contre une bête qui semblait de haut niveau. Quelque chose qui pousse vraiment Rose à se demander: qui diable est Ri? Cependant, elle n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir car un type mystérieux injecte à la bête une sorte de malédiction qui la ramène à la vie. Mais maintenant, elle est bien plus puissante et agressive qu'avant, ce qui dépasse largement les capacités physiques du protagoniste. Alors que d'autres camarades s'approchent pour voir la situation, les amis du protagoniste unissent leurs forces pour donner une chance à Ray d'en finir avec la bête qu'il fait disparaître. Et où le type mystérieux s'en va aussi,
sauf le même gars habituel appelé Val, qui semble le détester de tout son être et sans raison. Le fait est qu'ils récupèrent les sceaux nécessaires pour passer l'épreuve et finissent à la première place. Cela paraît être un exploit seulement pour eux, car les autres ne sont pas ravis, ce qui démotive Ray, mais il peut compter sur le soutien de son équipe. De plus, il décide ensuite de rendre visite à Lydia, qui s'avère être sa maîtresse de toujours, et la raison pour laquelle il est si puissant. En fait, la première chose que fait cette fille est de l'avertir que récemment, à cause d'une invitation arrivée à sa porte, elle a appris qu'un groupe de fous appelés les Eugénésiens se consacrent à capturer des prodiges de la sorcellerie pour étudier le fonctionnement de leur cerveau. Mais ils le font littéralement, et pendant que leurs victimes sont encore vivantes, ils réalisent toutes sortes d'expériences, y compris arracher des parties du corps. Alors elle avertirait qu'il pourrait être une cible et que maintenant, avec les limitations de sa maîtresse, elle ne peut pas l'aider. Cela dit, les nouvelles amitiés du héros sont une joie pour la jeune fille, qui était habituée à voir le protagoniste toujours déprimé pendant son époque de soldat. En fait, après cette visite, il rencontre Elisa, qui l'accompagne un moment à la bibliothèque, ce que la jeune fille, avec son peu d'expérience, considère comme un rendez-vous. Cependant, après avoir passé un moment ensemble et lorsqu'ils décident d'aller manger, ils finissent par se retrouver. Aussi avec Clarisse, la fille Hawkette présente dans les environs, le protagoniste partage son temps de la même façon avec elle deux. Puisque, comme nous l'avons vu, presque tout ce qu'il a vécu dans sa vie s'est passé entouré de filles, et on le voit assez détendu en parlant avec des femmes. Ce qui justement l'aide à ce que toutes commencent à s'attacher à lui. Comme par exemple Rose qu'il finit par retrouver après une réunion de famille et ils finissent par avoir un rendez-vous où elle achète des vêtements. Il y a quelques situations typiques d'un auteur japonais que la fille commence inconsciemment à apprécier. Cependant, il doit se préparer car la compétition des chevaliers approche bientôt où le meilleur sorcier de l'académie sera choisi. Ce qui va de pair avec le fait que le fan numéro 1 du protagoniste rassemble son pouvoir au point de perdre le contrôle. Tout cela juste pour pouvoir éliminer le protagoniste. Et il est justement observé par le type mystérieux de tout à l'heure. Mais bon, la situation s'arrête ici. Le protagoniste ne sait rien, il se consacre simplement à ses tâches, dans lesquelles il vit aussi quelques situations curieuses, comme voir la présidente du club en tenue de lapin. Cependant, comme le type ne réagit pas trop, les filles non plus. Alors Rebecca laisse passer l'incident pendant qu'ils passent un moment plutôt agréable avant que les cours ne commencent. C'est un entraînement pour le tournoi à venir. Et c'est là que Rose, après avoir démontré son habileté, décide de défier le protagoniste en duel pour voir quel est le véritable niveau qu'il cache. Et il finit par accepter, même s'il ne veut pas participer au tournoi, alors le combat commence. Un affrontement assez équilibré où aucun des deux ne parvient à toucher l'autre. Cependant, la technique de la jeune fille commence à lui rappeler son passé avec le pauvre Howard et leurs entraînements. Il en arrive donc à un point où il perd la raison pendant un instant et manque de lancer une attaque puissante contre sa camarade. Mais il se ressaisit à la dernière seconde et perd le combat. Même si pour la plupart, ce n'est pas ressenti ainsi, en fait, ses nouveaux amis commencent à lui demander à nouveau qui il est vraiment. Cependant, c'est à ce moment-là qu'Al apparaît, cette fois avec un regard perdu, défiant le protagoniste à un duel qu'il accepte, même s'il ne s'y attendait pas. Tout un décor est prêt, même avec une barrière de protection pour que personne ne puisse intervenir. Alors Ray n'y réfléchit pas trop, il continue le duel, qui n'a pas vraiment de règles, donc son adversaire en profite en utilisant toute la magie qu'il peut. Le plus fou, c'est que le protagoniste, en utilisant seulement son épée, esquive chacune de ses attaques, ce qui ne devrait pas être possible, une arme contre la magie. Ça n'a jamais marché, surtout s'il finit par vaincre son adversaire après avoir esquivé, comme si c'était le plus faible. Et pas seulement une fois, mais plusieurs, le laissant plus qu'humilié. Car si on regarde son passé, il se bat pour récupérer le nom de ses parents, des millionnaires qui l'ont perdu avec le temps. Mais bon, ça n'a pas d'importance. Alors, une fois vaincus, tous les amis sont remplis de doutes, et c'est le moment de tout leur raconter. Cependant, de nulle part, le type mystérieux d'avant apparaît, qui s'avère être la professeure elle-même, celle qui s'est cachée tout ce temps. Et en gagnant la confiance du protagoniste pour connaître ses points faibles, elle crée une situation où elle pourrait le capturer et où, évidemment, la fille fait partie des Eugénésiens. Donc, le protagoniste, déjà dans cette situation, est en grand danger, mais il a encore pas mal de force, alors il essaye d'attaquer les points faibles de la fille, mais avec ses capacités normales, il n'y arrive pas. Alors, pour la première fois dans la série, il libère sa magie de sorcière. Mais de glace, qui d'après certaines choses que nous avons entendues, est censée être l'une des plus puissantes des 7. Ainsi, de cette manière, la professeure commence à reculer, car leurs niveaux de puissance sont bien trop différents.
En fait, ici, elle essaie de se défendre et d'attaquer. Mais tout simplement, les épées fines du protagoniste suffisent à détruire toute la défense de la maîtresse, qui, lorsqu'elle se voit dépassée, essaie de supplier le protagoniste. Tout cela pour profiter de son innocence et utiliser l'arme sur laquelle les eugénésiens ont travaillé. Un virus qui change toute la structure du corps et qui finit par transformer la fille en une véritable bête dotée d'une puissance brutale, à la hauteur même du protagoniste, car lui-même ne peut pas encore contrôler totalement ses pouvoirs et cette même magie commence à lui causer des blessures. Alors, après quelques coups et un combat acharné, on remarque que le corps du protagoniste atteint déjà la limite de ses capacités. Ce que l'ennemi, heureusement, utilise pour attaquer de façon plus agressive. Ce qui donne au protagoniste la seule occasion de la finir en l'anéantissant avec son don de glace et en sauvant ses amis. Mais en laissant son corps dans un état grave, ce qui le fait s'évanouir et nous amène cette fois au passé du protagoniste, où l'on voit comment l'escadron des 7, dirigé par Lydia. Il y a de nombreuses années, ils étaient en mission sur le front de la guerre, où ils tombent justement sur un petit garçon abandonné qu'ils décident de sauver, sans s'attendre à l'affection si grande qu'il allait lui porter. En fait, le petit était plutôt un problème parce que les 7 étaient en mission. Mais son charisme a fait que, petit à petit, tout le monde s'est attaché à lui. Surtout Lydia, la Carole aux cheveux roses. Et le pauvre Howard, qui a fini par, avec le temps, être lui aussi intégré parmi les soldats, avec tout ce qu'il devait apprendre et l'héritage du pouvoir de sa maîtresse. Ce n'est pas un endroit pour un enfant, surtout dans un lieu marqué par la mort. C'est pourquoi, lors d'une mission, Howard finit par sacrifier sa vie pour sauver le jeune garçon et sa maîtresse. Cependant, cette situation était trop pour le protagoniste, qui a développé la condition de surchauffe, ce qui signifie essentiellement que le cerveau d'un sorcier brûle. Son propre pouvoir menace de le détruire, soit par le stress, soit par l'usage excessif de la magie. Heureusement, le protagoniste a réussi à survivre grâce à un limiteur qui fait partie de son pouvoir, mais cela ne résout pas complètement le problème. C'est pour cela que sa vie de soldat a pris fin et que sa maîtresse a tout fait pour qu'il puisse vivre une bonne vie, comme n'importe quel jeune de son âge. Donc maintenant, l'infirmerie de l'académie est plus stable et il y a 2 des 7 qui s'occupent de lui. Surtout Lydia, qui ne pourrait pas être plus inquiète. Et nous avons aussi ses camarades qui étaient très attentifs. Et à qui, enfin, il décide de leur raconter que l'un des 7 mages les plus puissants du monde est un jeune homme dont le corps ne le supporte pas. Et qu'il ne leur avait pas dit avant. Parce que toute cette situation le poussait à avoir peur de ce que ses amis pourraient penser, qui finalement finissent simplement par l'accepter et le soutenir dans sa guérison, ce qui semble très bien. En fait, il finit aussi par s'excuser et soudainement, il est devenu la personne la plus gentille du monde. Après une bonne récupération, ils ont désormais une nouvelle professeure, Carole, membre des 7 et celle qui choyait le protagoniste depuis l'enfance. Le gars ne supporte pas cette situation. Pourtant, la fille, excellente magicienne, est envoyée poursuivre l'entraînement pour le championnat. Dans ce cas, en présentant les 2 autres académies qui ont participé et qui se divisent entre vétérans et nouveaux élèves. C'est la descendante des Roses qui subit le plus de pression en étant la favorite. C'est pourquoi, pendant les duels d'entraînement, on la voit assez distraite, même si elle les gagne toujours. Le protagoniste découvre, grâce à Rebecca, une partie de la pression subie par la rousse. C'est parce qu'elle a une histoire avec Ariane, la favorite des 2 autres académies, puisqu'elles se connaissent depuis l'enfance. Donc, en tenant compte de cela, le protagoniste décide d'attendre son amie après l'école pour lui proposer un entraînement similaire à celui qu'il a suivi étant enfant, afin qu'elle soit prête pour le grand tournoi dans un mois. La jeune fille accepte immédiatement, car son histoire avec Ariane date de l'enfance, même si elles étaient de très bonnes amies. La Rose s'est éloignée, se sentant inférieure à son amie, ce qui lui laisse un pincement au cœur, car elles ne se parlent plus. Donc, l'entraînement du protagoniste lui convient parfaitement, commençant dès le lendemain, où il trouve le protagoniste à sa porte, avec une routine assez intense, accompagnée de tout un rituel qu'il est en train de faire. Le protagoniste devient un vrai calvaire pour Rose, car cela fait partie de son plan, dans une séquence assez drôle pour les Japonais, j'imagine. Nous passons donc à la deuxième partie du plan, qui consiste à ce que le protagoniste change temporairement de genre, pour aller chercher la célèbre Ariane dans son académie. Cependant d'abord, et en évitant d'attirer trop l'attention, il rencontre sa petite sœur, qui l'aide à s'orienter dans ce processus. Et après que Rai ait attiré l'attention partout dans l'endroit, il finit par rencontrer la célèbre Ariane,
qui, comme on pouvait s'y attendre, est une fille assez gentille, mais aussi très astucieuse, et elle finit par découvrir la véritable identité de Rai. Le protagoniste en profite pour lui parler de tous les efforts que son ancienne amie fait pour lui offrir un bon combat. La jeune fille est ravie et le protagoniste retourne à l'académie, sa mission terminée. Et au passage, il fait la connaissance de la petite sœur de Rebecca, qui devient admiratrice de cette personnalité. Ainsi, le protagoniste retourne auprès de Rose pour poursuivre son entraînement, avec lequel elle se sent de plus en plus prête. Donc lorsqu'elle n'a plus rien à lui enseigner, ils entreprennent le voyage vers la ville de l'événement, où commence le grand tournoi, qui en vérité semble moins important qu'il ne l'est. En fait, on ne voit qu'un seul combat des filles les plus importantes, juste pour jauger à quel point elles sont fortes. Et le reste des participants disparaît par la magie du scénario. À l'exception de celui à qui ils essaient de donner un peu de répit, il finit par se faire écraser facilement, car cette fille semble avoir un pouvoir vraiment fou. Mais bon, c'est ainsi qu'arrive le combat final entre les deux. Pendant ce temps, passons un peu à la compétition des vétérans, où Rebecca représente comme toujours, mais il semble aussi qu'elle est une rivale à sa hauteur pour la finale. Pendant ce temps, on voit que Ray est surveillé depuis l'ombre. C'est alors que le chef du club des musclés apparaît et il finit par l'emmener dans une pièce où il s'avère que sa professeure et la directrice ont une équipe secrète à leur disposition. En effet, il semble que les eugénésistes veuillent attaquer les filles des deux familles les plus importantes. Et Lydia recommande au protagoniste de l'aider à protéger la zone avec justement l'aide du musclé. Cependant, Ray a un problème bien plus important en tête. Rose traverse un gros doute sur sa capacité à gagner le tournoi. À ce moment, le protagoniste, après lui avoir laissé de l'espace, engage la conversation devant sa porte et lui dit qu'elle n'a pas à répondre aux attentes des autres. Qu'a-t-il remarqué chez la jeune fille, en plus de lui dire qu'elle doit croire en elle et tout donner si c'est vraiment ce qu'elle aime? L'optimisme du protagoniste transforme l'expression de la jeune fille. Elle le laisse l'accompagner toute la nuit et il y a même un contact de main. Mais l'important, c'est que la jeune fille parvient à se calmer pour qu'elle soit plus enthousiaste le lendemain. Lors de la rencontre, sans trop de difficultés, tout commence très bien, car les deux donnent le meilleur d'elles-mêmes. Le problème pour Ray, c'est que pendant que les anciennes amies s'affrontent, Clarisse est justement enlevée par les Eugéniens. Le protagoniste, aidé par les squads de sa maîtresse, entame la recherche dans tout le Colisée. Pendant ce temps, au combat, Ariadne commence à prendre l'avantage, car son pouvoir est bien plus entraîné. Tout comme Ray, qui en ce moment se trouve dans les sous-sols, où il trouve tous les kidnappés. Mais il y a aussi une sorte de marionnette contre lesquelles le protagoniste doit devenir sérieux s'il veut sauver son ami. En fait, il dégage tellement de pouvoir anti-magie que cela se ressent dans le tournoi. Mais en tout cas, le protagoniste sauve la situation et la fille. Et il arrive au combat. Juste à temps pour voir que Rose est sur le point d'abandonner face à la supériorité de son ami. Mais c'est un cri du protagoniste qui la ramène dans le combat et lui donne ce coup de pouce dont elle avait besoin pour s'activer. Aussi la maîtrise de sa magie qui est du même niveau que celle qu'Ariadne possède déjà. Cela, évidemment, équilibre la situation et lui donne un nouvel avantage. Que peut ressentir la rousse qui commence à se défendre avec une sorte de papillon, ce qui lui permet essentiellement de changer la direction et l'endroit des attaques qu'elle reçoit. L'albinos réalise peu à peu qu'elle ne peut pas la toucher, ce qui impressionne et donne une impression de victoire facile. Mais ce pouvoir consomme beaucoup de la force vitale de la jeune fille et la conduit à une surchauffe. Alors elle libère son corps et commence le combat final dans lequel les deux donnent absolument tout ce qu'elles ont. Mais c'est Amélie qui, grâce à son entraînement physique, finit par remporter le combat. Et pour la première fois, elle parvient à battre son ancienne amie, ce qui est incroyable. En fait, cela leur permet de se réconcilier et de faire la scène où elles racontent que, comme toujours, leur destin était d'être amies et mangaka. Elles ont gâché le plan, mais au final, elles règlent tout et toutes les deux passant en récupération. Cela dit, Rose remercie le protagoniste d'une manière un peu épicée. Cependant, ce qui est vraiment important, c'est que le combat final des vétérans approche, où Rebecca est la favorite. Contre l'inconnu que l'on sait maintenant s'appeler Lucas, quelqu'un dont on ne sait pas grand-chose. Cependant, le combat ne dure que 2 secondes car le type l'abat avant même que la fille puisse réagir. Il montre ainsi au protagoniste qu'il s'agit de l'un des 7. Cette fois, le sorcier de la lame, qui a fait tout cela pour pouvoir défier le protagoniste à un combat plus tard, lorsqu'il maîtrisera complètement ses pouvoirs, et ainsi lui prendre le titre de mage le plus puissant. De plus, le protagoniste décide d'apporter les marionnettes qu'il a capturées à sa maîtresse.
et elles finissent par appartenir au royaume. Cependant, avant de pouvoir leur soutirer des informations, elles s'autodétruisent. Donc pour l'instant, ils n'ont pas plus de données. Et le protagoniste retourne en cours uniquement pour organiser tout ce qui concerne le festival scolaire, qui sera centré sur un café de mai où toute la classe aidera. Cependant, ils sont interrompus par la nouvelle que Rebecca, soudainement, est maintenant fiancée à un type nommé Evan. Cependant, cela ne cache que des mystères lorsque nous voyons justement certains des types des eugénésiens. Ils parlent du fait que la fille est un réceptacle dont ils ont besoin, mais qu'ils l'ont déjà presque capturée, donc tout cela est très étrange. Cependant, ses amis et compagnons se contentent simplement de la soutenir dans sa décision, ou plutôt, celle de sa famille. Pendant qu'il s'occupera de tout préparer pour le festival qui approche à grands pas, et pour lequel le prota est en train de diriger. Donc il gagne le respect des hommes de la classe avec son idée des maths. Cependant, lorsqu'il décide de faire son rapport au conseil des élèves, où se trouvent justement Rebecca et son amie, c'est cette dernière qui discute justement avec lui. Et elle demande à Ray d'enquêter sur le prétendu fiancé de Rebecca, Evan, car on ne sait vraiment rien sur ce type. Et il semble que Rebecca soit la moins heureuse de cette décision. Alors le protagoniste demande de l'aide à sa professeure. Pendant ce temps, arrive le jour des maths, où tout le monde fait son travail et tout semble se dérouler normalement. Cependant, le protagoniste prend l'après-midi pour accompagner Rebecca chez elle, qui se trouve justement être le manoir de son fiancé. Ce qui est déjà assez étrange, car ils ne sont même pas encore mariés. Mais le fait est qu'ils arrivent sur place, et Evan apparaît, assez mystérieux, pour remercier Ray et repartir avec sa fiancée. Mais c'est alors que Ray reçoit un appel du groupe de Lydia, qui lui dit que l'homme garde ses mouvements secrets, mais qu'il fait dernièrement des activités étranges pour quelqu'un de son âge. Elles pourraient être directement liées aux eugénésistes, c'est-à-dire obtenir des organes pour des expériences. Et cela pourrait viser la fille de l'une des familles les plus importantes. Ça a du sens, ce que nous confirmons rapidement lorsque nous voyons la véritable tenue d'Evan. Et comment il cherche les yeux de sa fiancée pour prendre une sorte de revanche. C'est pourquoi il agit comme un véritable harceleur, tandis que la jeune fille, fatiguée de tout cela, essaie de l'éloigner. Ce à quoi le type répond simplement qu'elle met sa vie en danger. Et celle de sa sœur aussi, puisqu'il semble que la jeune fille endure tout cela pour protéger sa petite sœur. Tout cela ajouté au fait que lors des derniers rêves de la jeune fille, elle a été emmenée dans des souvenirs douloureux du protagoniste. Ce qui intrigue la jeune fille, qui ne sait toujours pas comment parler à Ray. Cela dit, quand elle le voit interagir un peu trop avec sa sœur, elle devient jalouse, car selon ses propres mots, Ray a un grand pouvoir sur les femmes, et elle n'ose pas savoir que Ray s'inquiète seulement pour Rebecca et qu'il demande à sa sœur des nouvelles d'elle. Le fait est que le lendemain, alors qu'il profite du festival, Rebecca cherche le protagoniste pour lui parler de ce qu'elle a rêvé, mais finalement, elle n'en est pas capable. Alors le protagoniste reprend son rôle de maid, car il a fini par aimer s'habiller en femme, et tous les étudiants semblent s'amuser. C'est pourquoi Ray, après un moment, retrouve Rebecca, avec qui il finit par passer tout l'après-midi. Même avec quelques initiatives, surtout en essayant de l'inviter au feu d'artifice du dernier jour, donc tout semble aller bien. Cependant, le soir, Ray est convoqué à une réunion où on lui dit que Rebecca est en danger de mort et qu'ils ont besoin qu'il s'en occupe. À la demande du propre père de la jeune fille, ici on ne nous en dit pas plus et on voit seulement Rebecca. En ce moment, elle souffre dans sa chambre, car ce qu'elle a dans l'œil la fait énormément souffrir. Et Ray, qui sait maintenant tout, décide d'en parler à son ami pour que le lendemain, le dernier jour du festival, tout commence de façon assez normale. Cependant, ce n'est pas le cas, car après un moment où le protagoniste amuse tout le monde déguisé en femme, il se rend compte que Rebecca a été enlevée par son fiancé et emmenée dans un château entouré d'une barrière protectrice. Et là, avant d'arriver, de nombreux démons attendent le protagoniste, qui décide d'entrer dans l'endroit déguisé en femme. Ainsi, il n'est pas attaqué de toutes ses forces, mais il y a quand même beaucoup d'ennemis et il ne fait que perdre du temps. Ainsi, grâce à son ami qui a appelé le reste des compagnons, la bataille s'équilibre un peu, tandis que Rebecca commence à remarquer qu'il y a un véritable chaos à proximité. Et à sa sœur, la première à apparaître pour la sauver. Cependant, elle ne peut pas faire grand-chose contre des ennemis aussi puissants. Alors passons au prota, qui essaie de gagner du temps et grâce à ses amis, il peut continuer pendant que les autres s'occupent de la situation. Il se souvient alors de la rencontre avec le père de Rebecca, où celui-ci lui a expliqué que sa fille possède un œil de sorcière si puissant que tout le monde veut s'en emparer. En plus, la jeune fille n'a pas réussi à contrôler tout ce pouvoir, et si elle perd le contrôle, ni elle ni sa sœur ne survivront très longtemps. Alors, le protagoniste, après s'être motivé, atteint le sommet de la montagne. Pendant ce temps, on découvre que Evan, qui est avec Rebecca,
est en réalité l'un des 7 sorciers infiltrés. Dans ce cas, l'une des plus mystérieuses, la sorcière de la fabrication, qui semble très puissante et cherche à aider Rebecca. Même si ces méthodes sont assez extrêmes, car lorsqu'elle se retrouve face à face avec le véritable Evan et les Eugénésios, c'est justement à ce moment-là que le protagoniste arrive pour découvrir ce qui se passe. Même s'il ne comprend pas tout, il sait que la nouvelle sorcière n'est pas mauvaise. Cependant, elle veut pousser les sentiments et le pouvoir de Rebecca à leurs limites. Ainsi, le protagoniste, avec la même capacité qu'il a pour sceller sa magie de glace, pourra contrôler la jeune fille. Mais pour l'instant, ils doivent s'occuper des démons. L'un d'eux semble particulièrement intéressé à éliminer le protagoniste, car sa réputation parmi les méchants est assez grande. Alors l'autre fille décide de rester avec Evan, même si cela ne dure pas longtemps, et la fille le bat en un instant. Et même s'il utilise l'amélioration des Eugénésiens, cela ne lui sert finalement à rien. Ses derniers mots sont donc qu'il a affronté la plus puissante des 7, mais elle le corrige immédiatement en lui disant que le plus fort est le type de glace. Elle ajoute même qu'il joue dans des ligues totalement différentes. Nous revenons donc à Rai, qui semble être sérieusement malmené, mais nous avons déjà entendu dire qu'il s'agit du sorcier le plus puissant de tous. Et lorsque, enfin, son amélioration atteint un bon niveau, elle devient rouge. Avec cette couleur, son ennemi ne peut ni s'éloigner, ni empêcher que son corps soit consumé par la glace. Cependant, tout ce pouvoir affecte énormément le protagoniste, qui, après avoir vaincu son ennemi, finit inconscient. Pendant ce temps, le reste de l'équipe fait de son mieux contre tous les démons. Améliorés, mais grâce à la grande aide des derniers jours d'entraînement qu'ils ont eus. Cependant, ces bêtes ressemblent immortelles, et c'est là qu'ils reçoivent l'aide des vétérans des 7, qui arrivent au moment parfait pour faire étalage de toute leur puissance. Pendant ce temps, revenant au combat principal, la sœur de Rebecca finit par exploser d'impuissance, reprochant à la jeune fille de ne jamais lui parler de tout ce qui lui arrive de mal. C'est pourquoi tout le monde, surtout Rai et elle, se retrouvent dans cette situation. Alors Rebecca lui répond qu'elle aussi a fait beaucoup de sacrifices pour prendre soin d'elle, déclenchant ainsi une dispute entre sœurs qui finit par donner à Rebecca le dernier coup de pouce pour qu'elle perde le contrôle, mais surtout son pouvoir. Alors elle crée une zone de radiation magique où tout est chaotique. Mais le protagoniste, après avoir retrouvé un peu de force, décide d'aider la jeune fille avec sa dernière magie. Après être entré dans cette zone, il parle à la jeune fille, lui remonte le moral et use de tchatcher pour créer le moment parfait, où il finit par sceller une bonne fois pour tous ses pouvoirs de la même manière qu'il a scellé les siens, résolvant ainsi un grand problème et calmant les actions des eugénésistes, qui ont perdu certains de leurs membres les plus puissants. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont maintenant reconnaissantes envers le prota, mais surtout les filles qui ont été les plus avantagées. Ainsi maintenant, le protagoniste retourne en cours entouré de nombreuses filles qu'il apprécie. Donc ce n'est pas une si mauvaise fin pour un gars qui, il y a quelques années, était aveuglé par la guerre et qui a dû perdre de grands amis. Nous laissant ainsi avec une fin plutôt heureuse, où même ses professeurs continuent de l'accompagner et où l'on nous quitte. Simplement avec une scène finale où Ariane apparaît pour l'inviter à un tournoi en duo, qui est très important dans la ville. Nous laissant ainsi avec une fin assez ouverte à une suite, un protagoniste qui évidemment aura l'histoire la plus épique en commençant tout en bas de la société. Comme un humble esclave qui est obligé d'affronter ses propres compagnons dans des combats sanglants, lesquels sont tellement entraînés qu'ils se battent même pour la maigre nourriture qu'ils reçoivent. Rocco étant un type assez fort, c'est le seul qui parvient à maintenir l'ordre, ce que notre protagoniste Cestus admire et le considère comme un ami. Du moins jusqu'à ce qu'il soit obligé de se battre lors de la sélection des plus forts, Rocco étant le favori. Non seulement à cause de son physique, mais aussi de son attitude. Pendant ce temps, le protagoniste mince et faible n'est que critiqué. Cependant, il a un maître derrière lui nommé Zafar qui semble avoir confiance en lui. Et pourquoi donc ? C'est simple, grâce à sa rapidité de réaction démontrée dans l'arène. Et même si son esprit l'empêche de blesser un ami, il est obligé de le faire, prouvant que, pour avoir 15 ans, c'est un diamant brut. Cependant, dans la glorieuse Rome, il n'y a pas de perdant et le gentil Rocco finit par être tué dans ses bras. Ah, c'est ainsi qu'il est marqué comme l'un des esclaves choisis par le grand Valente. Et avec quelques autres compagnons, on leur promet la liberté après avoir remporté 100 batailles. Alors le maître se charge de l'entraîner en lui donnant de bons et efficaces coups. Un esprit froid, mais surtout, comme il est si petit et qu'il ne peut pas mettre KO d'un seul coup, il doit devenir le plus rapide. Et même si le vieux paraît bien marqué par la vie, ses enseignements sont très sages, même si certains s'en moquent. Le fait est que Cestus et les autres sont emmenés au grand Colisée romain, où se célèbre le couronnement du César, le plus jeune jusqu'à présent, le grand Néron, avec une multitude de combats de toutes sortes.
D'ailleurs, Cestus rencontre un blond qui semble assez sympathique, qui lui indique le chemin et lui souhaite bonne chance pour les combats. Car beaucoup de ses rivaux seront même des adultes impitoyables qui finissent par massacrer les nouveaux esclaves. Cependant, même si le protagoniste monte sur le ring avec peur et avec un rival qui est littéralement une bête, c'est quelque chose que même Néron, depuis les gradins, admettra que ce sera un massacre. Cependant, le rival est tellement lent et gigantesque que Cestus profite de sa vitesse pour lui asséner un coup à la tête. Ce qui l'endort, lui permettant de savourer un peu de gloire. Du moins jusqu'à ce qu'on voit qu'il a risqué sa vie pour défendre son adversaire, qui devait mourir. Malgré tout, comme l'enfant a attiré l'attention de Néron, ce dernier finit par le sauver et l'invite même dans sa loge VIP, reconnaissant ainsi sa force. Et qu'en est-il de son maître, que sa mère se rappelle comme une vieille légende, qui a même combattu contre la garde royale? Dimitrio, qui a lui aussi son fils comme élève. Et il ne s'agit nul autre que du blond d'avant, appelé Ruska, une bête au combat, avec une brutalité digne de son père. Il sera un exemple du niveau auquel le protagoniste devra faire face. Ainsi, les deux sont emmenés au palais pour accompagner Néron. Cependant, l'enfant se distrait tellement de ses tâches que cela met sa mère en colère, au point qu'elle fait combattre les deux guerriers à mort. Cependant, Ruska sait qu'il est bien plus fort que le protagoniste, et pour ne pas le tuer sur place, il finit par l'assommer avec une prise. De plus, Néron, mécontent de sa mère, lui désobéit, ce qui calme les choses. Pour l'instant, même le César reste un moment avec l'esclave Cestus, tandis que Ruska se fait réprimander par son père, qui ne voulait pas qu'il soit gentil, il voulait au minimum qu'il casse les jambes de son rival. Cependant, le prota ne s'en sort pas mieux, car pendant un certain temps, il subit de nombreux abus avec Néron. Et en étant vendu à différents maîtres, il a été victime des pires humiliations. Finalement, il tombe sur un gros homme qui l'emmène, lui et son maître, jusqu'à la Grande Pompéi, où il est vendu à un candidat aux élections. L'endroit organise son propre tournoi de combat, avec comme organisateur ce type appelé Nazca, qui leur montre leur zone d'entraînement avec quelques compagnons plutôt compliqués, comme Andem, un gars antipathique qui se dispute avec tout le monde, mais rien qu'en voyant sa façon de s'entraîner et sa force brute, on comprend qu'il est très fort. De plus, c'est un style de combat qui posera des problèmes à Cestus, donc pour l'instant, il faut s'entraîner. Cependant, le protagoniste de Chismoso, pendant la nuit, finit par rencontrer Sabina, qu'il pensait être un voleur. Mais c'est la femme la plus belle de toute la ville. Et ce que nous découvrons, c'est l'amour impossible d'Andem, qui, malgré sa force, est quelqu'un de sympathique, un vrai fan. Et même si la fille le rejette 1000 fois, cela ne lui importe pas, même en recevant des moqueries de tout le monde. Même si la fille n'est pas mauvaise et aide quand il le faut. Comme cette citoyenne dont la taverne a été prise par des harceleurs. Et Sabina emmène l'équipe du protagoniste pour les affronter. Cestus étant celui qui se démarque le plus. Car à première vue, c'est le plus petit et le plus faible. Et même si ses points ne suffisent pas contre ce géant. Il finit par attirer l'attention de la femme qui, avec Andem, ne le montre pas. En fait, on découvre que ce type est fan d'elle depuis des années. Et elle, la seule chose qu'elle a pu lui promettre, c'est que s'il accomplissait un record impossible de 50 victoires consécutives, elle lui accorderait la liberté. Et il deviendrait sa main droite. Pour cela, il ne lui manque plus que 2 victoires. Cependant, c'est une situation qui ne concerne que 2. Le protagoniste n'est pas intéressé, il continue simplement son entraînement pour rendre ses coups plus mortels. Même Zafar l'aide à pratiquer un coup qui non seulement assomme, mais tue, quelque chose que le protagoniste n'est pas sûr d'utiliser. Cependant, Sabina le fait venir dans sa chambre et lui propose de l'accompagner à Rome lors de son prochain voyage. Pas comme esclave, mais comme son garde du corps à partir de maintenant, le rêve de tout esclave. Mais le protagoniste, qui a déjà vécu avec un chef? Dans ce cas, Néron, qui cherchait un ami, s'est finalement révélé être un abuseur et il a dû s'enfuir. Il décide donc qu'il obtiendra sa liberté par ses propres moyens. Alors il la frappe, il refuse donc l'offre, quelque chose que cette femme n'avait jamais vécu auparavant. Elle développe une obsession négative pour le protagoniste et ordonne à Andem, sa marionnette, de l'affronter pour lui faire découvrir le désespoir d'être esclave. Parce que la bête est jalouse que Sabina, la femme qu'il respecte le plus, s'intéresse à un nouveau venu. Ce sera donc un combat intéressant, avec un protagoniste qui prend peu à peu l'avantage. Des nerfs d'acier qui lui permettent de se consacrer à l'entraînement. Et ce coup fatal qu'on lui a appris, ainsi jusqu'au grand jour où la beauté de la ville assiste au spectacle. En fait, Andem est le favori du public grâce à toute sa carrière. Et lorsqu'on lui présente un simple enfant comme adversaire, tout le monde l'accuse que ce sera trop facile. Mais rien de tout cela n'a d'importance quand le héros devient sérieux. Alors il commence à attaquer avec une vitesse qu'Andem garde sous contrôle, attendant le moment précis pour riposter.
Mais l'enfant continue d'augmenter la vitesse jusqu'à ce que le plus fort de Pompéi reçoive un coup direct au visage qui le met à terre pendant un moment. Cependant, même si cela rend le public fou, les dégâts subis par Andem sont minimes et le héros vient d'épuiser toute son endurance. Il est donc temps pour lui aussi de recevoir sa punition. Même avec des coups portés à des zones spécifiques, qui de nos jours seraient illégaux. Cela lui fait perdre l'équilibre, mais surtout, cela l'oblige à attaquer, ce dont Andem profite pour porter un coup assez létal à la nuque qui le laisse inconscient. Et même s'il se relève grâce à sa détermination, il perd une partie de sa mémoire à court terme, ne ressentant que le danger dans lequel il se trouve, tout son corps vibrant de douleur. C'est alors que commence l'échange de coups, donnant et recevant, sans s'arrêter pendant un bon moment, où tout le monde reconnaît à quel point le garçon de 15 ans est fort, et où une partie des spectateurs se range de son côté, y compris Nazca, qui à son époque a eu la même opportunité que le protagoniste en tant qu'esclave, mais a choisi la solution de facilité, s'habituant à la belle vie. Et maintenant, Sextus est la preuve de la détermination qu'il n'a jamais eue. C'est pourquoi il touche autant le public. Pendant ce temps, le protagoniste, sans le réaliser, frappe les côtes d'Andem qui tente de masquer sa douleur, mais perd en endurance. Et pour Sextus, il est plus facile de lire ses attaques, ce qui équilibre les choses. Ou du moins, c'est ce qu'il semblait, car Andem blesse le protagoniste au front, ce qui nuit à la vision d'un œil. En laissant le temps à la bête de récupérer, et avec un protagoniste aussi épuisé, il ne lui reste plus que le souvenir de cette attaque qui l'a entraîné. Il risque donc tout dans la dernière rafale de coups, au cours de laquelle il est assez blessé. Mais grâce à cela, il obtient l'ouverture qu'il cherchait. Cette fois-ci, il porte un véritable coup mortel à la nuque, avec une précision qui endort directement Andem, même avec la motivation d'une Sabina désespérée. La victoire revient à Sextus, tandis que l'albinos ne reçoit que la haine de ceux qui avaient misé sur lui. Bien sûr, depuis le confort des gradins, car il ne descendrait pas se battre. La voix du protagoniste ne suffisant pas, Sabina accomplit un premier acte de bonté envers son fan. Elle calme la foule pendant qu'elle fait ses adieux définitifs à Andem, ce qui pour lui est la pire des punitions. Pendant ce temps, le protagoniste se remet après sa grande bataille. Pourtant, l'attaque à la nuque d'Andem rappelle fortement celle du protagoniste. Et Zafar finit par découvrir que la même personne qui lui a tout appris a aussi entraîné Andem, un certain Démocrite, un vieil homme malfaisant qui aime expérimenter avec différents combattants et techniques. Une information précieuse pour Zafar qui est à sa recherche. Malgré tout, Andem a maintenant un poids en moins sur les épaules et reconnaît finalement la force du protagoniste. Tout comme le peuple de Pompéi, qu'il a facilement conquis grâce à son attitude et à sa résistance. En réalité, tous les habitants de Pompéi mourront bientôt. Malgré cela, le protagoniste doit avancer. Désormais exploité dans divers travaux pendant 1 an, il améliore sa condition physique et ses techniques. Et un jour, 2 types apparaissent, apparemment normaux, mais qui cherchent des guerriers pour combattre lors des événements du Grand Néron. C'est quelque chose auquel le propriétaire du Prota l'oblige à participer, une sorte d'éliminatoire. Dans ces mini-colisées, où l'espace rend les combats difficiles, cependant, Sextus n'a pas trop de problèmes contre ses premiers adversaires. Il les bat pratiquement à coups de gifle, mais devient de plus en plus brutal, frappant même des combattants au sol. Un tempérament problématique, et selon son maître, malgré son habileté, il ne parvient pas à façonner sa technique. Il n'y arrivera que s'il se concentre sur la connexion entre ses coups et son esprit. Pendant que nous voyons Félix, un autre esclave très habile, qui semble avoir trouvé sa propre façon de profiter des combats. Contrairement au Prota, qui devient de plus en plus tendu, du moins jusqu'à son combat sous la pluie, ou en mettant en pratique ce que lui a dit Zafar. Il laisse son esprit se connecter au combat, aiguisant ses sens, et parvenant à faire en sorte que ses enchaînements et attaques normales aient la force de mettre KO n'importe quel adversaire, retrouvant ainsi sa tranquillité et sa bonne entente avec ses amis. Juste à temps pour rencontrer Félix, qui est un gars assez sûr de lui et de sa chance. Il admet que l'attitude et l'aura du protagoniste sont celles d'un guerrier. Il devine qu'ils se retrouveront en finale, ce qui arrive. En fait, tous les deux sont conscients de la technique de l'autre, mais on voit Sextus beaucoup plus tendu que Félix, qui prend plaisir au combat en commençant ce duel. Pour voir qui passe les éliminatoires, et pourra voyager en Sicile pour l'événement principal. Alors Sextus frappe sans arrêt, tout ce que fait Félix, c'est se défendre au bon moment. Il change sa posture pour en adopter une avec les épaules plus ouvertes, ce qui paraît presque idiot. Mais Zafar reconnaît que dans un espace aussi restreint, de nombreux coups que Sextus bloquait avant le touchent désormais sans difficulté. Ce qui devient une punition pour le protagoniste, qui finit par tomber plusieurs fois à cause de ses coups aussi larges. Et à la fin, l'une de ses chevilles finit de nouveau blessée. Félix se vante de sa chance, et maintenant, avec le combat entre ses mains, il décide d'attaquer beaucoup plus.
Cependant, Zestius, bien qu'il reçoive des coups, remarquait que chaque attaque ouverte de son adversaire laissait sa poitrine exposée. Alors il en profite pour l'envoyer valser pour la première fois de tout le combat. Et même si cela remonte le moral de tout le public et des parieurs. La technique n'a pas été aussi efficace parce que la cheville du protagoniste lui fait perdre de la stabilité au sol et par conséquent de la force. Donc le combat continue. Et alors qu'ils atteignent leur apogée, le combat devient un duel d'endurance, pour voir qui tiendra jusqu'au dernier coup. Même si Zestius reste désavantagé parce que Félix contrôle mieux l'espace et l'acculant facilement. C'est pourquoi, à plusieurs reprises, il est sur le point d'être assommé d'un coup, ne lui laissant qu'un petit espace pour donner quelques coups de poing. Ce qui semblait inutile, mais à force de persévérance, cela commence à affaiblir Félix. Et avec la résistance brutale dont fait preuve le garçon de 15 ans, le combat finit par durer beaucoup plus longtemps. Maintenant, sa cheville est sur le point de céder et il ne pourrait plus se tenir debout. Il choisit de tout risquer dans une ultime attaque, ayant découvert les failles de la défense adverse. Et il veut utiliser la dernière chose que son maître lui a apprise, c'est-à-dire maîtriser la respiration de Félix. Alors il profite d'un instant pour lui couper le souffle et lui donner un coup au menton, si fort qu'il l'étourdit. Perdant le contrôle du combat, évidemment, ce n'est pas suffisant pour le vaincre. Alors le prota utilise la technique en se plaçant dans son dos. Même dans Mortal Kombat, on ne verrait pas des coups aussi létaux que ceux de la boxe actuelle. Ce serait illégal. Et même si Félix veut se relever, maintenant il est littéralement cloué au sol par la douleur. Donnant la victoire au protagoniste, qui était lui aussi à bout et n'a pas manqué de peu de perdre ce combat de titan. Même si les deux ont fini par uriner du sang toute la nuit et que le lendemain, ils échangent le respect en tant que guerriers. Et pendant ce temps, Félix part chercher du travail dans une autre ville, en bateau vers le village de Sicile où aura lieu le grand événement, et pour lequel Zafar commence à les guider avec la dernière technique de son répertoire, et la plus mortelle, avec laquelle il a même arraché l'œil de Démétrio. Même ainsi, en arrivant sur place, ils sont les moins soutenus car ils sont esclaves, tandis que les autres sont littéralement des dieux de toutes les cultures du monde et possèdent des compétences totalement différentes. En fait, le protagoniste finit par rencontrer la gentille Roxane et même Ruska, qui le prévient, dans lesquels il n'a pas la force mentale pour cela. Cependant, il n'a aucune idée de tout ce que le protagoniste a amélioré et de tout ce qu'il a appris, des techniques que même lui n'oserait pas utiliser. Alors, même si sa marque d'esclave reste une source d'humiliation pour tous, il prouvera avec ses points ce que personne d'autre ne pourrait accomplir. Et cela, d'anciens compagnons comme Andem, qu'il finit par retrouver sur place, le savent mieux que quiconque. Parce qu'il veut aussi combattre dans le plus grand événement organisé qui réunit les figures les plus imposantes des combats de l'époque. C'est ainsi que se termine la première saison d'un animé plutôt divertissant, avec ses moments épiques, avec une bonne dose d'énergie, même une bonne motivation, que je recommande à ceux qui veulent la regarder pour la première fois. Pour le moment, il n'y a pas de suite, mais espérons qu'elle arrivera un jour. J'espère que ce résumé vous a beaucoup plu et comme l'a dit mon père, je vous laisse.